la une de l'actualité, le décès du père de l'Abidjanaise, compagnon fidèle de Félix Houphouët-Boigny. Mathieu Ekra est décédé hier à Beaunois à 98 ans. Il a été longtemps malade. Sa vie, son parcours dans ce 13 heures. Et nous allons nous rendre à Paris pour suivre le 52e salon de l'agriculture. Là-bas, la Côte d'Ivoire veut promouvoir la mécanisation de l'agriculture ivoirienne. Au Nigeria, une fillette tue 7 personnes en se faisant exploser. Bonjour à tous. La nation ivoirienne est en deuil. Mathieu Ekra s'en est allé. C'était un ancien compagnon de lutte de Félix Houphouët-Boigny. Il fut également le premier médiateur de la République. Mathieu Ekra est décédé 2 jours après avoir été admis dans une clinique à Beaunois. Il aurait eu 98 ans vendredi prochain. Son parcours avec Francis Nyagno et Alexis Ouedraogo. N'est plus. L'icône de Beaunois est décédé ce dimanche 22 février 2015. Il avait 98 ans. Né en 1917, très tôt, il s'affirme en politique aux côtés de feu le président Houphouët-Boigny en tant que membre du Rassemblement démocratique africain, RDA. Il fut l'un des principaux rédacteurs de la Constitution de la Deuxième République et co-auteur de l'hymne national, l'Abidjanaise. Écrivain, homme politique, Mathieu Ekra entre au gouvernement en 1970, où il occupe successivement les portefeuilles de ministre du Tourisme, ministre chargé de la réforme des sociétés d'État, qui lui valut d'être le premier locataire de l'actuelle primature. Il fera ses adieux au gouvernement à la faveur de la mise sur pied du comité de gestion interministériel présidé par Alassane Ouattara. Premier médiateur de la République, en 2011, il fut nommé médiateur honoraire par le président de la République, Alassane Ouattara. Fervent chrétien, il restera membre de l'église méthodiste jusqu'au soir de sa vie. C'était un commentaire de Francis Nyawé et d'Alexis Ouedraogo. Ajoutons qu'une chapelle ardente a été dressée en hommage à l'illustre disparu à sa résidence à Cocody. En bref, c'est une cérémonie qui était initialement prévue pour ce lundi, mais elle a été reportée. La cérémonie d'inauguration de la station d'alimentation en eau potable de Beaunois par le chef de l'État est reportée donc à une date ultérieure. Intéressons-nous aux activités de lutte contre les IST, VIH, SIDA, financées par le Fonds mondial. Une rencontre s'est tenue sur le sujet à Aboisseau, dans le sud de Comoé. Il s'agissait de faire le bilan de la gestion de ce fonds par les structures bénéficiaires. On fait le point avec Chantal Eouma à Kanda. Identifié comme bénéficiaire principal pour le volet VIH communautaire, Alliance Côte d'Ivoire a pour rôle la coordination des activités de lutte contre les IST, VIH, SIDA et le suivi d'une meilleure gestion de la subvention Round 9 du Fonds mondial. À Aboisseau, les autres bénéficiaires que sont l'UNICEF, la PROSAM, le CSAS, le PNLS, l'AIMAS, le RIP+, et l'ensemble des participants ont tous relevé les efforts de Alliance Côte d'Ivoire dans l'exécution de sa feuille de route qui tourne autour des points suivants: communication pour le changement de comportement, conseils et dépistage, soins et soutien aux EEV et consignes pour la prévention de la transmission mère-enfant. Ce programme est financé par le Fonds mondial, qui est un bailleur exigeant dans la qualité des prestations, mais également dans la qualité des données qui sont produites. Et nous essayons, à travers ces réunions trimestrielles, d'atteindre cet objectif avec cette année comme objectif de performance souhaitée, la performance A1, qui est la performance excellente, que nous sommes fixés avec l'ensemble de nos partenaires. La rencontre qui a été ouverte par le secrétaire général de préfecture d'Aboisseau, Lucie Géraldo Trazier, a eu le soutien du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant.
Dans le domaine de l'agriculture, un comité de veille pour la commercialisation de la noix de cajou vient d'être installé à Tengrela. Ce comité est chargé de veiller à la bonne application du processus de la vente jusqu'au port et stopper la fuite vers les pays voisins. On fait le point avec Olivier Messan et Thérèse Tapeyoboué. Songalo Traoré est un producteur d'anarcade dans le département de Tengrela. Son champ de 7 hectares, réalisé il y a 10 ans, ne lui procure pas une juste rémunération à cause des prix bas proposés par des acheteurs véreux. La situation de Songalo Traoré, loin d'être un cas isolé dans le département de Tengrela, va bientôt prendre fin avec la mise sur pied d'un comité de surveillance de l'application du prix Borchamp fixé par le gouvernement. Ce comité est dirigé par le préfet du département. Il comprend les représentants des producteurs, des acheteurs et des forces de l'ordre. Il aura pour mission de suivre les mouvements des stocks depuis le département jusqu'au port afin de stopper la fuite des produits vers les pays voisins. Le délégué régional du Conseil du coton et de l'anarcade a indiqué lors de cette cérémonie que pour la campagne 2015 qui s'ouvre, chaque acheteur devra être agréé par son institution. Il aura à délivrer un reçu après chaque achat. Ces reçus, en plus d'être une condition d'accès des producteurs au sac, lors de la campagne 2016, serviront à produire des statistiques qui permettront au gouvernement d'orienter les investissements dans les départements. Les producteurs ont salué la mise en place de ce comité de veille. Ils ont toutefois relevé de nombreux conflits avec les éleveurs dont les troupeaux de bœufs commettent des dégâts dans leurs champs. Ils ont été invités par les autorités administratives à saisir le comité de veille dans ces cas et à surtout éviter de se faire justice. La noix de cajou exposée à Paris, il se tient justement à Paris, en France, le 52e Salon international de l'agriculture. C'est une opportunité pour promouvoir la mécanisation de l'agriculture ivoirienne. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Paris, Noël Nyangyo. Paris, parc des expositions de la Porte de Versailles. Les acteurs du monde agricole, les Français en tête, suivis de ceux d'ailleurs, sont mobilisés de ce samedi 21 février au dimanche 1er mars. Un rendez-vous traditionnel. Il est à sa 52e édition. Les centres d'intérêt vont porter sur l'élevage et ses filières, la gastronomie de France et de partout dans le monde, les cultures et filières végétales, enfin les métiers et services de l'agriculture. Tout cela pour rendre visible et audible le thème de cette année, l'agriculture en mouvement. À cette rencontre mondiale, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, deuxième de cajou au monde, grenier de l'Afrique de l'Ouest, locomotive sous-régionale de l'Afrique au sud du Sahara, est présente. En plus de ses performances agricoles, la Côte d'Ivoire est venue au Salon international de l'agriculture 2015 avec une volonté politique affichée, relancer le Sahara, Salon de l'agriculture et des ressources halieutiques d'Abidjan. Le Sahara, c'est la version du SIA, mais en Afrique de l'Ouest. Donc nous souhaitons mettre l'accent sur les échanges sud-sud. Vous savez, il arrive que les pays du Sud, nous soyons obligés de venir ici à Paris ou à Berlin pour nous rencontrer et échanger nos expériences. Si nous avons une plateforme localement, je crois que cela va faciliter les échanges entre nos États et permettre de propulser, d'impulser la croissance agricole dans la sous-région. Afin de coller à cette ambition, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un des plus grands stands des pays ouest-africains. 250 mètres carrés pour mettre en exergue tout le potentiel agricole ivoirien avec en vedette les escargots et les poissons-chats. Et ici en Côte d'Ivoire, le programme des logements sociaux et économiques est en marche. Les constructeurs et promoteurs agréés par l'État sont désormais constitués en chambre pour que ce programme aboutisse sans problème. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés a donc lancé ses activités hier, nous dit Léon Brou. Chantier des logements sociaux, économiques et de standing, comme ici à Bingerville, à Songon et Grand Bassam, les travaux avancent bien grâce à ces ouvriers toujours à la tâche avec ou sans qualification de base. J'étais aide-maçon. Au fur et à mesure, mon patron a mis mon affaire et puis il m'a pris. Moi, c'est là que j'ai devenu maçon. Ce travail, c'est ici que je l'ai appris. Je n'ai pas suivi de formation pour ça, mais je me débrouille un peu. Et pourtant, la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée garantirait des avantages certains, qualité et rapidité,
En un mot, respect des cahiers de charges dans la production des logements sociaux, économiques et de standing. Ce challenge, les promoteurs et constructeurs agréés par l'État tiennent à le relever. Leur chambre créée à cet effet est en partenariat avec des experts européens pour former les jeunes et notamment leurs ouvriers au métier des travaux publics et du bâtiment. Il est très important que ceux à qui nous allons donner des maisons soient quand même satisfaits du travail fait par nos ouvriers. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes dit qu'il fallait mettre en place le CEFA, qui est le centre de formation des apprentis. Le programme est vaste. Nous voulons former les promoteurs immobiliers, former à la production des logements, établir un label qualité et mettre en place une filière pour les jeunes en formation continue et en formation initiale sur les métiers du bâtiment. Objectif, promouvoir le bâtiment en restant dans ce domaine l'interlocuteur privilégié de l'État, mais avant tout, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés se veut la plateforme de collaboration et de défense des intérêts des opérateurs économiques intervenant dans le programme présidentiel des logements sociaux, économiques et de standing. C'est un message à l'endroit des personnes âgées, bientôt une étude sur leurs conditions de vie. L'objectif est clair, améliorer leur prise en charge, mais avant, place à la phase de sensibilisation et c'est une initiative de la direction de la protection sociale du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. Le commentaire est d'Éric Goré. Améliorer les conditions de vie des personnes âgées de Côte d'Ivoire, c'est le défi que veut relever le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Estimé à environ 918 000 en 2012, selon les dernières statistiques de l'INS, cette frange de la population évolue et souffre de manque de prise en charge. Pour améliorer la situation, une étude est en cours. On constate que de plus en plus, nos traditions séculaires qui consistaient à prendre en charge nos parents vieux commencent à se disloquer. Il va falloir bien sûr que l'État, qui est le père et la mère de tout le monde, puisse se substituer à un moment donné à la famille traditionnelle. L'initiative appréciée par les autorités coutumières de Dabou, ville qui a abrité la phase pilote de l'étude. La démarche elle est bonne. Nous pouvons ne pas bénéficier des acquis, mais il faut commencer toujours pour pouvoir arriver. Nous savons que les jeunes qui seront âgés demain vont bénéficier. Une étude qui va permettre d'identifier les données socio-démographiques sur les personnes âgées, de déceler les forces et faiblesses de la réponse nationale en faveur des personnes et de constituer une manifestation tangible de l'engagement du gouvernement ivoirien à œuvrer au renforcement de la prise en charge des sexagénaires. L'étude sur les conditions de vie des personnes âgées en Côte d'Ivoire a débuté le 13 février dernier et s'étendra sur 3 mois. Après cette étude sur les personnes âgées, parlons de ce fait qui concerne un enfant. C'est un fait insolite, un fait inimaginable. Junior a environ 3 ans. Le petit est né avec un handicap et parce qu'il est né avec un handicap, il a été enterré vivant en bordure de mer à la plage de Grand Bassam. Et c'est 3 jours après qu'il a été retrouvé vivant. Et cela grâce à un chien. Le ministre de la Solidarité, Anne-Désirée Oloto, s'est rendu au CHU où Junior a été admis en soins intensifs pour voir s'il va bien. Soubré, chef-lieu de la région de la Nawa, accueille le 5 mars prochain le président de la République. Une visite d'État très attendue. Pour la population, c'est une occasion d'exprimer leurs attentes et besoins. Déjà, parmi les attentes, l'érection de l'hôpital général en centre hospitalier régional. Mais avant, gros plan sur cet hôpital avec Eugène Atoubé. Hôpital général de Soubré un dimanche. Il est 14 h et nous surprenons le directeur en visite dans les services de cet établissement. Ici, le personnel d'astreinte est en place pour recevoir le flot de patients. L'hôpital général de Soubré est un établissement sanitaire où le taux de fréquentation est très élevé, entre 1000 à 1500 pour la consultation et 400 couchements par mois. Depuis la gratuité ciblée prônée par le chef de l'État, il y a un regain d'intérêt de fréquentation des hôpitaux par la population. On a triplé
notre taux de fréquentation. C'est dire que c'est une politique qui marche et qui satisfait la population. L'hôpital général de Soubré est classé catégorie 3 sur l'échelle de la pyramide sanitaire. Depuis le début de cette année 2015, toutes les unités de soins ont été renforcées avec l'affectation d'agents à tous les niveaux de compétences. Mais l'établissement montre encore des signes de faiblesse. Capacité d'accueil limitée, un plateau technique haletant et du coup, les gros efforts fournis par les praticiens ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur. Ils ne s'occupent pas des femmes les femmes qui sont enceintes. Tant que tu n'es pas fait un effort, là, ils ne vont pas te calculer. Ou bien ils vont te dire c'est chose opération, alors que ce n'est pas arrivé sur opération. Souvent, nous, on prend des malades pour aller, des femmes qui sont enceintes, qui viennent pour l'accouchement, on les envoie. Parce que nous reçoivent très bien. Entre félicitations et griefs, le personnel de l'hôpital de Soubré reste ému par cette quête quotidienne du bon accueil client et de la qualité des soins, pourvu que sur les moyens qui les accompagnent dans cette volonté. Le rendement que nous donnons, c'est comme un CHR. Et que bon, peut-être qu'à l'avenir, le ministre puisse peut-être nous transformer en CHR. Un bon qualitatif sur l'échelle de la pyramide sanitaire qui va combler à la fois les attentes des professionnels de la santé et le vœu des populations de Soubré. Dans toute la région du Nawa, constituée de 3 départements et à la démographie galopante, l'hôpital général de Soubré est à ce jour le seul établissement sanitaire de référence. La mise en œuvre du projet pilote sur l'assainissement visant à mettre fin à la défécation à l'air libre au centre d'un atelier à Grand Bassam, atelier organisé par la direction de l'assainissement et du drainage du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. On fait le point avec Thérèse Tapéoboué. Depuis le lancement du projet pilote de l'assainissement total en 2009, 2025 villages ont été sensibilisés. Plus de 1400 villages ont cessé de déféquer à l'air libre. Malgré ce progrès significatif, des insuffisances demeurent. D'où l'atelier de Grand Bassam en vue de valider les leçons apprises sur la mise en œuvre de l'assainissement piloté par la communauté ATPC. Ce type d'approche a connu un tel engouement que les populations ont commencé à faire leur latrine et à arrêter de déféquer à l'air libre. L'objet de notre rencontre ici, c'est d'arrêter, de nous mettre d'accord sur comment il faut faire donc l'ATPC pour que du nord au sud, d'est en ouest, que ça soit la même façon de procéder. Les récentes études démontrent l'importance de l'assainissement pour l'amélioration de la santé, la promotion du développement social et la protection de l'environnement. Une raison qui amène l'UNICEF à encourager les acteurs de l'assainissement pour leurs efforts en faveur de l'environnement, de la santé. Le lancement du projet pilote a eu lieu dans la région de Tiasalé. En économie, la Direction générale des impôts doit mobiliser 1500 milliards de francs CFA en 2015. Pour réussir sa mission, elle mène une politique de proximité. Un centre des impôts a été ouvert à cet effet à Tiapoum. Mamadou Kwasi pour plus de détails. Pour 2015, la Direction générale des impôts doit recouvrir plus de 1500 milliards de francs CFA pour les recettes fiscales. Pour atteindre ces résultats, le directeur général Pascal Abinan Kwakou et ses collaborateurs mènent une campagne de proximité. Cela à travers l'ouverture des centres des impôts. Le département de Tiapoum, avec son potentiel économique, a réalisé autour de l'année fiscale 2014 environ 114 millions de francs CFA. Un résultat que les responsables des impôts veulent améliorer avec l'ouverture d'un centre des impôts dans cette localité. Le directeur général des impôts invite la population et les opérateurs économiques à fréquenter ces locaux. Les invite à s'approprier ce centre et de payer leurs impôts parce que, comme je l'ai dit, en payant leurs impôts, ils contribuent au développement de leur région. C'est ça l'objectif que nous poursuivons. Les élus locaux et les cadres se sont engagés à faire de ce centre une plate tournante dans la perception des recettes fiscales. Situé dans la région du Sud-Komoué, le département de Tiapoum regorge d'industries, de plusieurs commerces et d'habitations. Une campagne de sensibilisation est initiée en vue de convaincre la population à payer ses impôts pour la réalisation des projets de développement. Dans l'actualité judiciaire, cela fait 2 mois que 81 pro-Gbagbo
poursuivis entre autres pour atteinte à la sûreté de l'État, attentat au complot contre l'État, trouble à l'ordre public, défile à la barre dans le cadre du procès en assise de la crise post-électorale. Cette dernière audience d'aujourd'hui, lundi 23 février 2015, qui ouvrira la voie aux plaidoiries de la défense, sera marquée par la comparution de Simone Eyive Gbagbo, l'épouse de l'ancien chef de l'État. Les perspectives de la démocratie américaine au centre d'une conférence animée par l'ambassadeur des États-Unis à l'Université internationale de Grand Bassam. Il s'est agi pour le conférencier de montrer les potentialités des États-Unis en matière de démocratie afin que les autorités ivoiriennes s'en inspirent. Moussa Koulibaly et Léon Bro. Plus qu'une conférence, c'est un véritable cours magistral que l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a donné aux étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam. Le titre « Perspective de la démocratie américaine ». Une occasion pour Terence McCauley d'évoquer le parcours de son pays depuis la lutte jusqu'à l'instauration de la démocratie. Il a aussi dévoilé les piliers de cette démocratie, notamment l'engagement et la constance chez chaque citoyen dans la quête pour l'équité, la justice, la consolidation du tissu social. Pour le diplomate, la Côte d'Ivoire peut parvenir à ce modèle américain, mais à condition de réussir la réconciliation nationale et de consolider les institutions démocratiques, ces gages du progrès économique. Nulle dispensation politique n'est parfaite. Il faut que les citoyens soient engagés et soient encouragés à participer dans la vie active, dans la chose politique. Des enseignements bien compris par les étudiants. Ces genres d'initiatives sont à encourager. C'est vraiment pas bon de voir nos États, nos leaders toujours en train de changer la Constitution pour pouvoir rester au pouvoir. Il a expliqué plusieurs concepts et voilà, il nous a encouragés. Il a encouragé la Côte d'Ivoire à avancer sur le chemin qu'elle a commencé. Voilà. Pour évoquer l'élection présidentielle d'octobre prochain, l'ambassadeur des États-Unis les a souhaités crédibles et apaisés pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Au chapitre défense, des élèves sous-officiers intègrent la gendarmerie nationale. Il s'agit de la promotion 2013-2015 de l'école de gendarmerie de Torogwe. C'est dans la région de Daloa. Ils ont été présentés au drapeau, cela après 6 mois de formation commune de base. Il a été question de discipline militaire au cours de la cérémonie présidée par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Les détails avec Abou Sanogo. Ils sont 698, ces élèves sous-officiers de la promotion 2013-2015 de l'école de gendarmerie de Torogwe à avoir été présentés au drapeau après 6 mois de formation commune de base FCB où ils ont acquis les rudiments du métier des armes. Saisissant l'occasion, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Jeve Kwasi, a réitéré l'engagement et la disponibilité de la gendarmerie nationale à accomplir ses missions régaliennes. Et comme ce travail ne peut se faire qu'avec des hommes de qualité, le général Jeve Kwasi a dit aux futurs gendarmes: tous ceux qui rameront à contre-courant des règles en vigueur en assumeront les conséquences. Votre objectif premier doit être de prouver par un esprit de discipline, de rigueur et de courage votre loyauté aux institutions républicaines. Sachez par conséquent que le taux de tolérance est égal à 0. Avant de s'adresser aux élèves gendarmes, le ministre chargé de la Défense a salué la qualité du travail abattu par l'ensemble des forces sur le terrain et qui a entraîné aujourd'hui la baisse sensible de l'indice sécuritaire en Côte d'Ivoire. Discipline et rigueur ont été les autres points abordés par Paul Kofi Kofi à l'endroit de ces jeunes gendarmes qu'il a appelés au respect du drapeau national. Il faut respecter la hiérarchie, le commandement. Oui, il faut respecter ses chefs. Il faut obéir aux ordres. Il ne faut pas, après le travail, soi-même prendre des amis entre vous et aller mener des opérations de punition, de braquage, de raquettes.
L'excellence a été également célébrée au cours de cette cérémonie où les 3 meilleurs cadres de l'année 2014 ont été récompensés par le ministre chargé de la Défense et les 3 premiers de la promotion des élèves gendarmes par le commandant supérieur de la gendarmerie au titre des 6 mois de formation commune de base. Une délégation du ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports du Burkina Faso a eu des séances de travail avec le ministre ivoirien des Transports, Gaoussou Touré. Les échanges ont porté sur la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et la levée des entraves à la fluidité du trafic le long du corridor Abidjan-Ouagadougou. Abou Sanogo, une fois encore sollicité. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération et d'amitié en matière de transport entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Au cours de celle-ci, 2 séances de travail, dont l'une a porté sur la réhabilitation du chemin de fer Ouagadougou-Kaya et l'autre sur la levée des entraves à la fluidité du trafic le long du corridor Abidjan-Ouagadougou. L'un après l'autre, Gaoussou Touré, ministre ivoirien des Transports, et Daouda Traoré, ministre burkinabé des Transports, ont évoqué les enjeux de la rencontre. Mes impressions sont bonnes par rapport au travail abattu par les 2 délégations, notamment en ce qui concerne le chemin de fer, qui est un projet prioritaire pour le Burkina Faso. Nous avons pris des mesures pour que, effectivement, sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, on puisse constater une fluidité réelle du trafic. Ainsi, à l'issue des discussions, les parties s'engagent à faire lever tous les barrages illégaux sur le corridor Abidjan-Ouagadougou. Elles ont également fait des recommandations qui visent à favoriser la fluidité du trafic sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, notamment le suivi permanent des mesures prises pour la facilitation des transports, l'application effective du règlement 14 dans les pays membres de l'UEMOA et du Ghana et la sensibilisation des opérateurs par les 2 parties sur les mesures de facilitation et de sécurité prises d'un commun accord. Un mot de religion avec ces fidèles musulmans des régions du Kavali, du Guémon et du Tonkwi. Ils suivront désormais les différents programmes de la radio Al-Bayan depuis la station Relais de Mans. C'est une station qui est installée dans l'enceinte de la grande mosquée de Mans et elle a été inaugurée par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Dr Albert Mabritoakos. Commentaire, Chris Diomandé et Abou Sanogo. Bonne nouvelle pour les fidèles musulmans des régions du Guémon, du Kavali et du Tonkwi. La fréquence de la radio confessionnelle islamique Al-Bayan est désormais disponible. L'installation de cette station relais dans la capitale des montagnes est l'œuvre d'un fils de la région, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritoakos. Son ouverture est saluée par les fidèles musulmans avec à leur tête l'imam Sissé Djigiba. Je voudrais féliciter tous ceux qui nous ont accordé leur contribution. Parce que pour que cette station de la radio soit effective dans la région du Kavali, du Guémon et du Tonkwi, il a fallu que des gens, des personnalités croient. Et surtout parce qu'elles sont croyantes. Le donateur s'est félicité de l'implantation de cet outil de communication. Al-Bayan est un vecteur de paix et de rassemblement. La radio permet de toucher les cœurs et les âmes très loin. Et nous devons profiter de ces enseignements, faire en sorte d'approfondir pour la plupart d'entre nous les connaissances en matière islamique. Le président Alassane Ouattara parle d'émergence de la Côte d'Ivoire. Mais l'émergence doit signifier pour chacun le bien-être et notamment d'avoir l'accès à des chaînes de radio comme Al-Bayan. La station relais de la radio Al-Bayan de Mans vient après celle des régions des lagunes, du Bafing et de Gbeke. Double cérémonie de consécration et d'installation du nouveau curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Soubré. Il s'agit du révérend père Valentin Nguessan. Le commentaire d'Honorine Aingori. À l'ouverture des festivités de consécration de l'église Notre-Dame du Rosaire, le président du conseil paroissial, Noël Quadio, a traduit sa reconnaissance à tous ceux qui ont effectué le déplacement à Soubré. Pour lui, cette cérémonie de consécration permet de dédier cette paroisse à Dieu, mais aussi et surtout d'installer le nouveau curé, le révérend père Valentin Nguessan.
L'occasion était belle pour les fidèles catholiques de traduire leur reconnaissance à l'ancien curé, le fondateur de la paroisse. À sa suite, le curé Las Gbiniv a procédé à la présentation de l'édifice. D'un coût global de 72 millions de francs CFA, dont 47 millions comme contribution des fidèles, les travaux de la paroisse ont démarré en 2009 pour être opérationnels en cette année 2015. Les clés de la paroisse ont été remises à Monseigneur Jean-Jacques Kofiwa Kofi, évêque du diocèse de San Pedro, qui à son tour les a remis au nouveau curé. Des prières de dédicace et de bénédiction ont été dites par l'évêque de San Pedro. Dans son homélie, il a félicité le curé sortant pour l'œuvre accomplie avant d'inviter le tout nouveau curé à la détermination et au courage pour faire grandir la paroisse Notre-Dame du Rosaire. S'adressant aux fidèles, il les a invités à aider le curé dans sa mission. Hors de nos frontières, et c'est en image, une fillette a tué 7 personnes en se faisant exploser dimanche dans le nord-est du Nigeria. C'est un énième attentat dans cette région en proie aux violences du groupe islamiste Boko Haram, dont le président nigérien a reconnu avoir sous-estimé la capacité de nuisance. C'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.